Rencontre avec Monsieur Raphaël Griffon. C'est vrai que je cherchais finalement un qualificatif. J'ai eu tort, j'ai recherché des qualificatifs. Raphaël Griffon, aujourd'hui, il est pilote d'avion, il est pilote de voiture, il est pianiste, il est orpailleur, il est geôlier. T'en rajouteras si tu veux. T'es né comme ça ? Je suis pas né- On peut pas dire qu'on est comme ça, c'est se dire que le cerveau a des capacités tellement énormes que de se réfréner juste à une passion, en fait non. Et il n'y a pas besoin d'être HPI ou HPE pour pouvoir se passionner sur plein de choses. Et donc je me suis jamais bloqué sur ce que je voulais faire en fait. Et surtout, lorsque je fais quelque chose, j'ai pas honte de le rater. Et ce qui fait que j'ai pas honte de le montrer. Et donc, ce qui fait qu'on a envie d'apprendre en permanence. Ouais, tu sais, ça me fait penser, j'aime bien l'humour aussi, je crois qu'il faut en avoir besoin. Tu serais pas Guy Degraine, tu te rappelles de cette pub? C'est ça finalement. Je pense qu'aujourd'hui, on se bloque tellement sur plein Ouais. de choses en disant, alors que bah non, en fait, tout est possible. Mm. C'est juste ce qui peut nous animer, c'est la soif d'apprendre et la soif de rencontrer les gens. Ouais. C'est la nourriture, je pense, la plus importante, qui fait qu'on va aimer le voyage, qu'on va aimer la musique, qu'on va vouloir faire plein de choses. On va repartir dans ce voyage, mais juste avant, je voulais qu'on revienne sur cette singularité, parce que le 30 juin à 19h30, au Théâtre Gralin à Nantes, il se passe quelque chose de merveilleux, c'est la projection de ton documentaire. Je voudrais bien que tu nous présentes ceux qui seront autour de toi pour cette sortie exclusive au Théâtre Gralin. Donc là, Théâtre Gralin, c'est la présentation du film documentaire sur lequel je bosse depuis 3 ans. J'ai été avec les Garim Perrault, c'est chercheurs d'or en Guyane et au Suriname, pour suivre tout le parcours de l'or et montrer un peu les choses qui sont pas bien, et les choses qui sont en cours d'évolution, et les choses qui sont très bien. Parce qu'on parle souvent des choses très négatives, mais aussi c'est bien de mettre, de dire que tout n'est pas dans le tableau. Et donc je présente ce film documentaire, et surtout je fais venir tous les acteurs liés à leur paillage qui se déplacent d'Amazonie. Oui. Et là, c'est une première en France. Je fais venir une Amérindienne, Kadina Janes, qui, elle, représente les 6 nations, donc ce n'est pas des tribus comme on aurait tendance à dire, c'est des nations amérindiennes. On a une culture qui dépend de la France qui est juste incroyable, que personne ne connaît et pourtant c'est situé sur la Guyane. Je fais venir un colonel de la Légion étrangère qui a dirigé le 3e RUI, donc, qui faisait des missions Harpie, le colonel Amaury Poirier-Coutancet, qui lui organisait donc des missions contre l'orpaillage clandestin, puisque ça occasionne d'énormes dégâts sur la Guyane, tant au niveau pollution qu'humain, enfin voilà. Enrique Costa, directeur Enrique Costa, un directeur d'une mine d'or qui vient, incroyable. Ça s'est jamais vu. Il est brésilien, ça a été des mois de négociations avec lui, il ne voulait pas parler devant le public parce que les gens mélangent souvent orpailleurs officiels et orpailleurs clandestins, et souvent on les prend pour des clandestins. Donc là, il va parler de son travail officiel, qui suit un code minier très précis, et Delphine Miot, qui est ingénieure géologue, et qui, elle, s'occupe de chercher, d'avoir les autorisations d'exploitation et de vérifier que tout est appliqué sur le code minier. Et elle est d'une exigence telle que pour moi, à mon regard, c'était la seule qui était capable. Elle va pousser les sociétés encore plus loin que ce que demande l'État. On parle souvent de l'alchimie égyptienne, on voit aussi les Sumériens avec l'or. On était là dans les premières bribes de prise de conscience ou d'affect sur ce minerai? Oui, en fait, l'or, c'est le métal le plus incroyable qu'on ait jamais découvert. Jamais on a découvert ça. D'abord, c'est le seul qui est jaune. Et avec 1 gramme d'or, on peut tirer théoriquement un fil de 3 km de long et une feuille de 1 mètre carré. Et le titre du film, La chair des dieux, c'est pas innocent, c'est que les Égyptiens, il y a plus de 5000 ans, appelaient ce métal-là la chair des dieux. Moi, mon papa était joaillier, et je suis né sur des terres agricoles, et donc je dis souvent je suis un bouseux. Le lien à la terre est très fort sur la terre. Et qu'en aimant la terre, on a envie d'expliquer comment c'est extrait, et on a envie d'expliquer aussi de mettre en valeur l'agriculteur qu'on va appeler le minier. Bien sûr. Le minier, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Et donc je fais ça depuis 25 ans, c'est de dire voilà comment extraire la matière, et lorsqu'on la porte, c'est de se dire on est conscient de ce qu'on porte. On est conscient du métal, de la pierre, mais on est conscient du cuir qu'on porte, du tissu, comment il a été tissé, sans rentrer dans les extrêmes. C'est pas surtout, je déteste les extrêmes, ou les extrémistes, mais c'est d'avoir un maximum d'histoire sur la matière qu'on va avoir. Moi, je suis joaillier, je vais m'intéresser donc aux matières de la joaillerie. Ce métier, tu l'as embrassé par l'école. Qu'est-ce qui a fait, enfin ton papa forcément, t'as certainement transmis là aussi la passion, mais qu'est-ce qui a fait un moment de ta vie où tu t'es dit ok, je vais suivre cette voie, sachant comme je l'évoquais, tu aurais pu être pianiste, tu aurais pu être aviateur, pilote de course, que sais-je encore, mais pour autant c'est ce métier-là que t'as choisi.
Au départ, j'étais parti sur l'électrotechnique. Ouais. Je suis parti faire mon service national dans la Caraïbe. Et puis, j'ai croisé des chercheurs d'or, je devais avoir 21 ans. Et lorsque je suis revenu, mon père était joaillier, je ne m'étais jamais intéressé à ça. Et je me suis dit, ça va peut-être m'intéresser parce que ça mélange tout. Il y a l'art, il y a l'aventure, et puis toutes les passions que j'ai de pilote d'avion, je pouvais louer mon avion et partir en Afrique ou en Amazonie. En fait, j'ai voulu me fabriquer mon métier. Et c'est pour ça que j'adore apprendre les choses. Je n'ai pas des capacités intellectuelles supérieures à quelqu'un d'autre, mais c'est que j'avais envie d'apprendre et d'avoir un métier comme joaillier, ça allie absolument tout. Et mes études que j'ai fait dans l'électrotechnique, je les utilise tous les jours. Tu te souviens de cette première rencontre quand la première pépite, ou quelle qu'elle soit, en fonction de son grammage, au cœur d'une rivière, c'était où et quand? C'était sur la Guyane. Ouais. Et le minier nous disait, tu vois, là, il y a des fourmis, et les fourmis, lorsqu'elles descendent dans profondeur, elles vont remonter les grains, et elles vont remonter aussi de l'or. Et donc, on peut faire des analyses avec ça. Et en fait, effectivement, on a cassé une partie de ce petit dôme, on a fait une recherche, et j'ai trouvé mes premières paillettes. Alors, je dis bien, c'est microscopique, ça n'a aucune valeur financière, c'est même pas pour ça qu'on le fait. C'est le côté magique. On trouve son propre trésor et on y met ce qu'on veut en fait avec notre tête sur la pépite qu'on va trouver. Et je souhaite à tout le monde d'avoir cette même impression. On est à Nantes, on est chez toi. Vous êtes installé ici en quelle année? Là, Rue du Roi Albert. Rue du Roi Albert, ça fait 6 ans qu'on est installé. 6 ans, ouais. Ouais, avant on était au pied de la Tour Bretagne. Et là, j'ai vraiment un atelier où j'ai réussi à mettre tous les corps de métier liés au domaine de la joaillerie. On est dans ton bureau, on va le préciser, on sent qu'il y a une âme, il y a une vibration qui est spécifique au lieu. On va rencontrer là aussi, je dirais, tes salariés, on sent l'esprit familial, on a le sentiment, tu évoquais les bérets verts qui étaient avec toi pour ta quête au cœur de la Guyane. Il y a cet esprit béret vert ici, hein. Il y a une famille. Ouais, c'est ça, c'est familial, Ouais. c'est familial et passionné, et je voulais un bureau qui ressemble pas à un bureau en fait. Je voulais un bureau qui ressemble à un salon ou à un appartement. Ouais, parce qu'il y a ton univers, on voit des casques, Et j'avais envie que quand les gens rentrent en ouvrant la porte de l'atelier, en disant ah, on se sent bien ici. On est dans un univers où on a envie de voir, on a envie d'apprendre, on a envie de rencontrer, on a envie de s'émerveiller. Et c'était le lieu. J'ai fait mon rêve en fait. J'ai fait mon rêve. Alors, ce que je te propose, c'est que tu nous en délivres une toute petite partie de ce rêve. On va te suivre, tu nous présentes les lieux et puis on se retrouve dans quelques instants. Là, on se trouve dans la salle de fonte de l'atelier. On va utiliser d'abord une imprimante 3D pour sortir la maquette du bijou. Donc là, on a un exemple d'une bague. On va planter un arbre, un tronc d'arbre, et on va connecter une bague, 2 bagues, 3 bagues tout autour de cet arbre-là. Grâce à cette machine-là, on va faire du plâtre. Et une fois que le plâtre est fait, on va le mettre dans un four. Une fois que tout le process est terminé, on va ouvrir le four, on va récupérer ce bloc et on va le mettre dans cette machine-là. C'est un four qui a une capacité pour monter à peu près à 1060 jusqu'à 2000 degrés. 1060 degrés, ça va se faire en 15-20 secondes. On a une réserve d'or dedans et on va couler le plâtre, on va injecter le plâtre. Il va remplacer donc la forme creuse du bijou. Une fois que c'est terminé, on va le jeter dans de l'eau, ce qu'on appelle le décochage, et le plâtre va s'exploser et on va donc récupérer l'arbre de fonte. Et là, on a un exemple d'un arbre de fonte avec tous les bijoux. Donc là, ils seront en or rose. Et on a, comme on fait que de la pièce unique, c'est que des bagues différentes. Ensuite, on va découper ces parties-là et on va les limer, les préparer, les sertir. Les clients peuvent assister même à la fonte de leurs bijoux. Ici, on a une partie de 2 coques qui vont faire un bracelet. C'est pour rénover un bracelet qui était en fin de vie, qui était presque inrestaurable. Et donc là, on a fait une coque en cire qu'on a remplacée, qui a fondu. En fait, c'est de l'or qui l'a remplacé. Donc c'est assez étonnant parce que ça ne ressemble pas du tout à de l'or d'ailleurs. On va retirer toutes les branches de connexion ici. On va le limer et l'émeriser pour qu'on puisse ensuite l'ajuster sur le bracelet, le souder. Et ce qui fait qu'on va se retrouver avec un bracelet presque neuf, mais avec l'histoire d'un bracelet en fait, qui a peut-être 100 ou 150 ans. Là, on va voir apparaître la vraie couleur du métal, la couleur du métal rose. Il y a 75% d'or fin et il y a 25% d'alliage. Et dans cet alliage-là, il y a un petit peu plus de cuivre que d'argent, ce qui fait qu'il sera légèrement rosé. Donc on peut choisir nos alliages, on peut les fabriquer nous-mêmes. En gros, que ce soit un bracelet ou une bague, on passe du design, ensuite on fait tout le système de fonte, on arrive ici et les joailliers vont passer 5, 10, 15, 20 heures, parfois
des centaines d'heures sur des pièces. Chaque petite pièce va être polylimée sous binoculaire. Donc on travaille sous binoculaire pour être dans l'excellence dans le travail. Une fois que le bijou est terminé, on va partir d'une bague par exemple avec des pierres précieuses. On passe au sertissage. Ici, on est sur l'avant-dernière étape de la création d'un bijou. C'est ce qu'on appelle le sertissage, le setting en anglais. Gabriel, qui est également sertisseur, va positionner un bijou dans de la cire parce qu'il va exercer des kilos de pression sur le métal pour sertir les pierres. Et pour pas que la structure du bijou se déforme, eh bien on le maintient dans une cire qui va mouler cette forme-là. Il pourra exercer 20, 30, 40 kg de pression dessus sans déformer le bijou. Le sertisseur va positionner le minéral, donc c'est du diamant, des saphirs, des rubis, dans le métal. Donc si le joaillier a bien fait son travail, le sertisseur pourra lui faire le positionnement des pierres. Et il va découper des petits grains et les rabattre par-dessus. Alors c'est des grains, c'est des griffes, c'est du serticlo, il y a plein de techniques qui sont utilisées. Le sertissage, c'est la partie qui va mettre en beauté la bague. Et là, c'est des dizaines et des dizaines d'heures pour un bijou. Là, il y a une centaine de diamants à sertir. Donc ça représente beaucoup de travail. La création d'un bijou, la réparation d'un bijou est toujours très compliquée sur la perception du prix. Par exemple, lorsqu'un client veut fabriquer un bijou ou faire une réparation, on a des gens qui veulent avoir quelque chose de très beau, très vite, pas cher. Et je dis souvent, ça s'appelle Walt Disney. C'est-à-dire que si vous voulez un beau service, si vous voulez que derrière, on puisse bien faire le travail, qu'on a cherché les finitions le plus loin possible, et puis surtout qu'on puisse nourrir les équipes qui vont travailler au sein de l'entreprise, le prix fait partie forcément de la réalisation. Et c'est aussi c'est ce qui sublime l'art, c'est-à-dire que quand on est dans le domaine de la joaillerie ou dans le luxe, de toute façon, on va acheter quelque chose qui est totalement inutile. Voilà, d'acheter une bague, c'est totalement inutile. Si vous êtes à la rue, vous êtes totalement inutile. Donc il y a plein de prix qui sont différents. Et ça va s'exprimer ici par le temps qui va être passé, par l'amour qui va être mis, l'intention qui va être faite pour fabriquer le bijou. On a compris, pas par pas. On a eu très chaud quand même. Là, c'était quoi? C'est une prouesse technique ici, au cœur de la ville, un four, enfin, fondre l'or, c'est génial. Oui, en fait, l'idée c'était vraiment d'intégrer tout le process et notamment la fonte, ce qui est généralement externalisé. Nous, pendant des années, on l'a fait. Et c'était de se dire, on va maîtriser tous les corps de métier et on va apprendre un autre métier qui est fondeur. Alors, il faut savoir que nous, on fond des toutes petites quantités. Alors, les gens s'imaginent fondeur, on met un demi-kilo d'or. Nous, c'est 30 grammes, 40 grammes. Parce qu'il faut savoir que juste pour une bague, on a besoin de 4 grammes. Et on sort 2 bagues ou 3 bagues par jour. Ce qui fait que on joue avec très peu de stock, c'est ça notre force. On joue avec notre savoir-faire. Et tout le process de fonte qu'on vient de voir, c'est toutes les étapes de la cire, de process des Égyptiens qui ont été inventés il y a plus de 5000 ans. L'arbre, exactement. Voilà, il y a plus de 5000 ans, c'était ça. Ouais. Et aujourd'hui, ça y est, dans l'atelier, on est capable de le faire. Alors, ce qui est formidable, je parlais tout à l'heure de famille, avant qu'on la rencontre pour partie, mais c'est vrai que cette famille, c'est aussi nous, parce qu'on a des bijoux de nos grands-parents, enfin, en tout cas, de gens qu'on peut aimer. Vous êtes aussi orienté avec un petit clin d'œil, vous savez réparer aussi des bijoux. C'est ça qui est formidable, je trouve. En fait, on s'est redonné vie à des bijoux dans lesquels il y avait une âme, une intention sur lesquelles les gens veulent conserver, le perdurer et le retransmettre plus tard à d'autres générations. Et nous, on vient capter ce qu'ils veulent, parce que lorsqu'on voit le bijou, on n'a pas l'histoire qui est racontée. Bien sûr, avec. Et en nous la racontant, on va mettre une intention qui est dedans. L'intention, c'est de réparer telle partie, rehausser telle chose, parce qu'il y a une époque, ça a été rabaissé, le travail n'a pas été bien fait, on va retravailler dessus. Et c'est deux méthodes complètement différentes d'interprétation là, entre une restauration d'un bijou et une fabrication. Fabrication, elle n'existait pas. Et là, il existait et en fait, on ne doit surtout pas l'abîmer, on doit le remettre dans sa valeur initiale. Alors c'est vrai que lorsqu'on est dans la rue, il n'y a pas de vitrine chez toi. Enfin, du moins, il y a des vitrines, mais il n'y a pas que des bijoux dedans. On voit les gens travailler. C'est formidable aussi. C'est ce qu'on voulait, c'est que c'était mettre en valeur le métier, l'artisan. La matière n'est rien sans l'artisan n'est rien sans la matière. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est l'artisan. Les gens veulent voir l'artisan, veulent discuter avec lui, veulent voir. Et puis ensuite, il va raconter plein de choses sur les connaissances qu'il peut avoir sur la matière et son savoir-faire. Et aujourd'hui, les gens recherchent principalement ça. Il y a de grandes anecdotes autour du bijou, autour finalement de l'humanité qui porte ces bijoux. Et s'il y en a une ou deux à nous livrer. J'en ai une. Un jour, j'ai une dame qui vient et qui me montre une pierre verte
Et je la regarde, je dis, mais c'est un morceau de verre? Elle me dit, oui, c'est un morceau de verre. Et donc, elle voulait que je fasse une bague haute joaillerie avec une bague. Je dis haute joaillerie, c'est pas le terme, mais elle avait une somme à mettre énorme. Et en fait, son intention qui était dans ce morceau de verre, elle l'avait trouvé donc avec son fiancé sur un endroit à l'autre bout du monde. Et ils avaient vu, genre, parmi tout un tas de. Ils avaient vu ce morceau-là. Et donc, on l'a fait tailler comme une émeraude, puisqu'elle était verte, ou comme un grenade savorite. Et on a fait une monture de dingue autour. Et c'est juste pour dire l'intention qui était dedans. Et nous, il faut qu'on la capte, il faut qu'on la comprenne. Et c'est pour qu'on puisse la retransmettre dans ce bijou-là. C'est ce que j'allais dire, c'est être complémentaire, c'est ça l'essentiel. On va chercher ce qu'il y a dans la terre pour aller au céleste, comme je te disais. C'est peut-être ça la définition du précieux, c'est près des cieux, c'est ça qui est précieux. Oui, Bien oui. plus que finalement un prix. Oui, c'est vrai qu'on travaille avec des matières précieuses, mais on est capable de monter une matière extrêmement simple. Quelqu'un qui va nous dire... Mais qui est précieuse. Mais qui est précieuse. Ouais. Elle est précieuse à son regard, Bien elle sûr, est précieuse. hein. Ouais. Ça peut être du bois, ça peut être n'importe quoi. C'est l'artisan qui va valoriser et qui va transformer cette matière-là et dans lequel il y aura une histoire. Aujourd'hui, ta vie, donc, elle est un peu à Nantes et un peu en Guyane, beaucoup, dans le reste du monde. Un geôlier court le monde. On se fait cette image-là, nous, de ce métier. En fait, non, c'est assez rare finalement que les joailliers bougent comme moi je peux le faire. En général, il reste dans son atelier, il commande ses matières. On peut tout travailler à distance, hein. Nous, on représente, on peut peut-être se compter sur les 5 doigts d'une main, à aller vraiment sur les mines. C'est différent d'aller. Un joaillier peut aller sur les marchés internationaux du monde, New York, Jaipur, et puis il y a tous les bureaux, et on fait tous les bureaux pour chercher ces pierres. C'est pas la même chose que d'aller sur la mine avec le mineur. On va dormir avec lui, on va manger avec lui, on va descendre à 150 mètres sous terre. C'est une autre version. Ça me fait penser à un autre métier que j'apprécie, je suis gourmand aussi, c'est les chocolatiers. Eux, ils vont chercher des terroirs avec leurs fèves. Est-ce qu'il y a un terroir de l'or? Oui. Oui. Alors, il y a un terroir de l'or, c'est-à-dire que l'or, on va en trouver partout dans le monde entier. Oui. On en trouve en Bretagne. Là, vous cherchez une petite rivière, vous allez trouver de l'or. Hein. Ah oui, en Bretagne. Vous allez en trouver. Vous pouvez en trouver. Donc, il y a des terroirs. Il y a des terroirs. Le terroir, pour l'or, par exemple, ce sera la pureté de l'or. On sait que, par exemple, en Guyane, il y a de l'or de 97% pur à la fin. Mais on va pas pouvoir dire, tiens, ce métal-là, en faisant une analyse, il vient de Guyane. Oui, voilà. Je donne l'exemple de l'air. Prenez une petite capsule d'air à New York et vous la mettez, prenez celle de Paris et vous les mélangez ensemble. On ne sait pas, voilà, c'est un peu la même chose. Mais par contre, il y a des terroirs sur les pierres précieuses. Ouais. Je pose la question parce que c'est vrai, on parlait de la paillette qu'on trouve finalement sur la notion de rivière. Il faut aller avec les techniques des chercheurs d'or. Mais on a des pépites plus ou moins grosses. Il y a des rencontres fabuleuses dans des mines où d'un seul coup, on ne parle plus de pépites ou je ne sais pas, quel est le bon terme? On peut trouver de la poussière d'or. Oui. Je vous en montrerai. La poussière d'or, de la toute petite pépite jusqu'à la pépite qui peut faire plusieurs kilos. Plusieurs kilos. Eh oui. Ouais. Donc là, c'est rarissime. Vous pouvez tomber sur des gisements. On appelle ça en pierre précieuse bonanza. C'est le jackpot en fait. Vous tombez et vous sortez une pépite de 3-4 kilos. 1 kilo, c'est 60 000 euros. Bah oui, ça devient juste dingue. Et l'or rend fou, vraiment fou. C'est hallucinant. Une pierre précieuse, même si elle va valoir encore plus cher qu'un kilo d'or, ce métal-là a un effet très étonnant sur l'homme. Et donc, il faut rester très froid. Alors justement, je voulais réchauffer nos âmes parce que nous, on est très chaud quand même, sans vouloir te prendre forcément au dépourvu. Je sais que derrière toi, il y a un piano. Je serais ravi, un petit extrait sur le morceau qui te fait plaisir. Je sais que tu composes. Eh bien, ce sera un morceau. Eh bien, on y va. Ça fait plus d'1 an qu'on a réservé le théâtre Gralin. C'est un lieu prestigieux, emblématique de Nantes. Donc l'idée, c'était vraiment de refaire un événement là-bas. Il y a 4 ans, il y avait déjà eu une présentation de film sur le Grenade Savorite. Pour ce vendredi 30, un tirage au sort.
pas n'importe quel tirage au sort pour ceux qui auront la chance en tout cas d'être présents. Exactement, on réserve une petite surprise à tous nos spectateurs. Ouais. Il va y avoir un tirage au sort avec une pépite d'or qui vient directement de Guyane et qui vient de la mine filmée par Raphaël. Donc tout ça avec une huissier de justice qui sera là pour confirmer que tout se fait en bonne et due forme. Donc ouais, une jolie surprise pour les spectateurs.